Maria Giulia, Oui. c'est Bertrand. Je voulais dire, la présentation était magistrale. Merci beaucoup, c'est très, 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 très gentil. On en reparlera bientôt, hein? Oui, on va en reparler parce que ça m'a donné des idées, je vais t'écrire. Ah, je suis contente. Merci beaucoup. Bien. Alors, je vous présente, j'ai le grand, grand plaisir de vous présenter quelqu'un que tout le monde connaît, évidemment, parce que Juan a accompagné ce séminaire pendant peut-être 15-20 ans. La première fois que je suis venu au séminaire, c'était en 89. 89, attention. Oui. Oui, tu sais que moi, je pense 10 ans après. 10 ans après, c'était 99. Bon, alors, je vous présente rapidement Juan Alonso, qui est maître de conférence à HDR à l'Université Paris-Cité, ancien Paris 5. Il enseigne les sciences du langage. Et parmi ses nombreuses responsabilités, je rappelle qu'il est directeur de l'importante revue de sémiotique Actes sémiotiques et qu'il vient aussi bon, il a discuté son HDR il y a un an. C'était le 4 novembre, le 4 décembre. 4. Je sais que c'était un 4 de la fin de l'année. Et le travail que tu as fait pour l'HDR. C'était en sémiotique du politique. Ecco, c'est publié. Va être publié dans les semaines prochaines. En français, et puis il y aura aussi une traduction en espagnol. D'abord en italien. D'abord en italien, et puis en espagnol. Et après, on verra. Très bien. Tu es aussi directeur du GPS, je crois. Oui, c'est ça. Il cumule les... Un cumulard. Bon, Juan, vas-y. Bien, merci Maria Giulia, merci à tous et à toutes. Bon, j'aurai après, peut-être on verra, parce que j'ai une diapo à la fin partagée. Donc, le titre de mon intervention, comme vous avez pu le voir dans le résumé qu'on a envoyé dans le programme, c'est les sémiotiques internes au modèle topologique du social. En fait, ce dont je m'aimerais parler, c'est du fait que dans certaines théories sociologiques, on construit des modèles topologiques, formes du social. Et ces formes topologiques, dont on verra par la suite, ont déterminé, ils sont une sorte de sémiotique interne à chacune de ces théories. Donc, de la même manière que le modèle topologique de la sémiotique de la culture de Lodman, avec ses notions centrales de sémiosphère et de frontières, impose d'une certaine manière la traduction comme concept clé de sa conception de la culture et de la production du sens. Je me suis dit que peut-être on peut imaginer que certaines conceptions topologiques du social produisent aussi une sorte de sémiotique interne de la société. Donc, ce que va m'intéresser dans cette intervention, d'abord, c'est de voir justement quelques-unes de ces conceptions topologiques du social. Je commencerai par celle du modèle topologique lodmanien. Ensuite, j'explorerai les implications sémiotiques de la notion de frame ou cadre chez Goffman, notion qui n'est pas du tout une simple continuation de son modèle interactionniste de la construction sociale, mais une véritable entreprise structuraliste de la part de Goffman. Et ensuite, j'explorerai de manière très rapide et un peu cavalière, disons, parce que c'est finalement en travaillant dessus, j'ai découvert la complexité de ce travail, sur la notion de forme chez Simmel. À partir de ces trois modèles topologiques différents, j'essayerai de voir quelles sont les logiques sémiotiques sous-jacentes. J'avance qu'on pourrait dire qu'elle est de l'ordre d'une sémiotique, disons, discursive de l'ordre pour Lodman, rhétorique chez Goffman et morphologique et sémantique chez Simmel.
Comme pour ce qui concerne la sémiotique lodmanienne, comme vous savez, le concept de sémiosphère de Lodman, défini comme un ensemble de textes, est défini comme un espace sémiotique en dehors duquel la sémiosis est impossible. Cette sémiosphère, cet espace sémiotique, est d'emblée défini par son caractère délimité. Ce sont ces limites qui lui assurent son homogénéité, son individualité et son individualité par rapport à l'espace extrasémiotique ou à l'espace allosémiotique qui l'entoure. Comme le signale Lodman, toute culture commence par diviser le monde en mon espace interne et leur espace externe. Cette frontière, qui appartient à la fois à l'espace intérieur et à l'espace extérieur, est d'un point de vue sémiotique, l'ensemble d'opérateurs de traduction et de filtres qui permettent de passer un texte qui se trouve hors de la sémiosphère, d'un espace à un autre, d'un langage à un autre langage. Le caractère fermé de la sémiosphère est défini par le fait qu'elle n'est pas en contact avec le texte allosémiotique ou avec les non-textes, et pour que ceci puisse avoir une existence à l'intérieur de la sémiosphère, elle doit les traduire dans un des langages de son espace interne ou bien sémiotiser les faits non sémiotiques. La frontière, donc, fonctionne ainsi comme une instance traductrice en adaptant le monde extérieur à la sémiosphère. Pour Lodman, la notion de frontière est corrélative à celle d'individualité sémiotique. C'est ici déjà qu'on pourrait faire le rapprochement de la sémiotique de la culture, de lodmanienne, avec d'autres modèles de la socialité, comme celui de Goffman et sa notion de territoire de soi, dont la définition et le contour, comme pour Lodman, dépendent des formes de codification. Car pour Goffman, ce territoire peut inclure d'autres éléments que le sujet lui-même, ses objets, ses vêtements, ses enfants peut-être. Il suffit de voir comment nos courses, quand nous les posons sur le tapis de la caisse du supermarché, sont déjà devenues une partie de nous que le regard d'autrui doit respecter. Pour Lodman, la sémiosphère est une personne sémiotique et sa frontière est un phénomène sémiotique historique et culturel. Lodman donne l'exemple dans la Russie tsariste où les femmes, les enfants, les serviteurs non libres et les vassaux pouvaient être inclus dans la personne du mari, du seigneur ou du patron, car ils s'étaient dépourvus d'individualité indépendante. Et dans d'autres cas, ils pouvaient être considérés comme une personne isolée. Lodman rappelle que quand le tsar Ivan le Terrible exécutait un noble, il exécutait aussi sa femme, toute sa famille et ses serviteurs. Il ne le faisait pas pour se prévenir d'une possible vengeance, qui aurait osé s'attaquer au tsar, mais parce que juridiquement, ces autres personnes exécutées constituaient une seule individualité avec le chef de famille. La frontière chez Lodman n'est pas un concept artificiel, mais une position fonctionnelle et structurale qui détermine l'essence même de son mécanisme sémiotique et de la dynamique de la culture et de la société en général. La frontière est un mécanisme bilingue qui traduit le message extérieur au langage extérieur de la sémiosphère et inversement. C'est exclusivement grâce à la frontière que la sémiosphère peut établir une relation avec l'espace non sémiotique ou allosémiotique. La fonction de la frontière serait donc de limiter l'entrée d'éléments extérieurs, de le filtrer et de l'élaborer en l'adoptant et en le transformant en information. Les zones de frontières deviennent l'espace de traduction. Lodman signale que tous les grands empires contribuent avec des nomades ou des barbares, placés dans leurs frontières ces mêmes nomades ou barbares qui servaient comme une colonie de traduction et qui garantissaient les relations entre les deux mondes sémiotiques. Cela dit, en tant que mécanisme immanent, si la frontière relie deux sphères de sémiose, du point de vue de l'autoconscience sémiotique de la sémiosphère donnée, elle les sépare. Prendre conscience de soi au sens sémiotico-culturel, pour l'homme, signifie prendre conscience de sa propre spécificité, de sa propre opposition aux autres sphères. Cela souligne le caractère absolu de la ligne qui contourne la sphère donnée. Selon Lodman, selon les différents moments historiques du développement de la sémiosphère, l'un ou l'autre des aspects
des fonctions de la frontière peut dominer, atténuer ou écraser complètement l'autre. Par ailleurs, la frontière a également une autre fonction dans la sémiosphère. C'est un domaine de processus sémiotiques accéléré qui se déroule toujours plus activement à la périphérie de l'espace culturel connu. Et de là, ils sont dirigés vers les structures nucléaires et les déloges. Lodman donne l'exemple de la Rome antique avec ses conquêtes, introduit dans son espace des structures externes qu'elle transforme en périphérie. Cela implique un grand développement sémiculturel de la périphérie qui porte au centre de la sémiosphère ses propres structures sémiotiques et finit par occuper la sphère du centre culturel. Ceci, à son tour, stimulera, selon Lodman, le développement sémiotique du noyau culturel général sous le slogan d'un retour aux sources, qui est en fait déjà une nouvelle structure, mais qui se comprend comme des métacatégories des anciennes structures. Et il dit, l'opposition centre-périphérie sera remplacée dans ce cas par l'opposition hier-aujourd'hui. Donc pour Lodman, ce qui est essentiel, ce n'est pas tellement la valorisation d'un espace extérieur ou d'un espace intérieur, valorisation qui peut changer selon ses époques. Parfois, ça sera l'espace extérieur qui sera prestigieux et inversement, mais l'existence même de la frontière comme un mécanisme de la culture. Ainsi donc, on peut penser que le modèle sémiotique lodmanien réalise un type d'opération topologique qui est celle de la construction des sphères sémiotiques et l'instauration d'une limite ou d'une frontière, qui à son tour instaure un mécanisme sémiotique qui est celui de la traduction et qui celui-ci opère au niveau de dialogisme. On pourrait ainsi dire que le mécanisme sémiotique de Lodman est de l'ordre de la praxis énonciative et se placerait au niveau discursif du parcours génératif de la signification. Ça, pour ce qui concerne le modèle lodmanien. Je viens maintenant à le modèle, disons, topologique du social de Goffman, et plus concrètement à la notion de cadre. Si Goffman avait développé un modèle déjà topologique du social avec sa notion de territoire, celle qui m'intéresse ici, c'est une autre notion, c'est justement celle de frame ou de cadre. La notion de cadre chez Goffman apparaît dans le titre d'un ouvrage tardif, beaucoup plus long que ses autres ouvrages précédents, et on peut dire aussi que moins connu que ses travaux sur les rites d'interaction ou sur la mise en scène de la vie quotidienne. L'ouvrage en question, que probablement vous connaissez, c'est Les cadres de l'expérience, est différent aussi par sa perspective méthodologique et théorique et par les objets sur lesquels il se penche. Ceci, donc les objets, à la différence des précédents travaux consacrés aux interactions, ont pour objet la notion d'expérience. La différence concerne un changement de perspective théorique, car avec la notion de cadre, Goffman s'éloigne de la perspective individualiste du social, typique de l'interactionnisme symbolique, auquel on l'a souvent identifié, même si selon plusieurs auteurs, le projet de Goffman a toujours été de construire un formalisme social dans la lignée de Simmel. Et on affirme même que l'entreprise goffmanienne, surtout avec cet ouvrage, Le cadre de l'expérience, était, selon, dans ce cas, Albert Augian, une attaque contre le sujet. Et le cadre de l'expérience aurait comme objectif, comme but, de débarrasser l'interactionnisme de son fardeau le plus encombrant, le sujet. Et là, je cite Albert Augian. Goffman affirme qu'il emprunte la notion de cadre à Besson, qui, selon Goffman, l'utiliserait dans son texte où il est question de la distinction entre le sérieux et la plaisanterie. Et poursuit Goffman, il attire notre attention, Besson, sur le fait que toute activité sérieuse peut servir de modèle à des versions non sérieuses de cette même activité, de sorte qu'il serait parfois impossible de distinguer dans certaines circonstances la situation réelle de sa version ludique. Pour Goffman, toute expérience et activité sociale peuvent donner lieu à plusieurs cadrages, lesquels entretiennent des rapports entre eux, se renvoient les uns aux autres
et servent de modèles les uns pour les autres. Pour Goffman, toute activité humaine renvoie à un cadre en général partagé par les personnes présentes. Le cadre déterminera l'interprétation de l'activité. Il distingue parmi ces cadres entre ce qu'il appelle les cadres primaires et les cadres transformés. Les cadres primaires ne renvoient, selon Goffman, à aucun autre. Et primaire, il dit, un cadre qui nous permet d'accorder un sens à tel ou tel de ces aspects, lequel autrement serait dépourvu de signification. Et il distingue dans deux types de cadres primaires, ce qu'il appelle les cadres naturels et les cadres sociaux. Il dit le premier, le cadre naturel, dépendent des lois de la nature, alors que les cadres sociaux dépendent des intentions et des actions humaines. Goffman dit que le fait que le soleil se lève est un événement qui a de la signification, car il renvoie à un cadre naturel, le mouvement des astres. En revanche, si l'on ferme un rideau ou un store pour s'en protéger, puisqu'il renvoie à une intention, il a du sens dans un cadre social. À côté de ces cadres primaires, il y aurait, selon Goffman, ce que lui appelle les cadres transformés. Il y a un cadre transformé quand l'activité même s'il a des ressemblances avec ce qui se passe dans un cadre primaire, elle a une autre signification. Quand on joue à se battre, ou quand un orchestre répète avant un concert, ou comme quand des étudiants en psychologie, ce sont des exemples qu'ils donnent, sont invités à participer dans une expérience dont ils ne connaissent pas la finalité, ou cet autre cas où une femme qui, pour mettre à l'épreuve la fidélité de son mari, lui envoie une lettre signée, soi-disant par une autre femme pour lui donner rendez-vous, et puis sa femme surveille son mari qui se rend au rendez-vous et l'observe pendant qu'il attend l'arrivée de la femme en question. Donc tout ça, pour Goffman, ce sont des cadres transformés. Il signale aussi des cas limites, des cadres transformés qui risquent d'être interprétés à la lumière d'un cadre primaire. Par exemple, il cite le cas d'un homme qui, dans un bar dans Las Vegas, qui pour faire peur à sa femme, pour qu'elle cesse d'avoir un hoquet, avait dégainé un gros calibre, un gros pistolet qu'il lui avait braqué sur son ventre. La question c'était, Goffman dit, est-ce qu'il s'agit d'un cadre, on est encore dans un cadre transformé, ou la peur qu'il produit à sa femme et à tout le monde, où il ne faut pas l'interpréter dans le terme de cadre primaire. Voilà. Et donc, la question c'est quelles sont les limites entre ces deux types de cadres. Mais pour revenir aux exemples précédents, celui-ci, il se distingue dans le fait que les premiers, c'est-à-dire les enfants qui jouent à se battre et l'orchestre qui répète, sont des cadres transformés dont les participants sont conscients. Alors que dans les autres exemples, les étudiants en psychologie ou l'homme qui attend son rendez-vous, faux rendez-vous préparé par sa femme, dans ces cas, les sujets concernés ne le sont pas du tout. Ils ne sont pas du tout au courant. Goffman appelle modalisation les transformations de cadres dont les participants sont conscients et savent et reconnaissent ouvertement qu'une altération systématique a eu lieu et que cette altération leur fera définir tout autrement ce qui se passe. La modalisation, dit Goffman, est une transformation qui ne se cache pas. En revanche, il appelle fabrication les autres cas, ceux où les participants croient qu'ils sont en présence du modèle et non de la copie. Ce sont des transformations qui sont le résultat des efforts délibérés, individuels ou collectifs, destinés à désorienter les individus. C'est une transformation qui se cache et les victimes sont les pigeons, les poires, celui qui parle comme ça, qui payent les frais d'une imposture. Les cadres transformés, soit par modalisation, soit par fabrication, peuvent se superposer et s'organiser en strates. Ainsi, une modalisation peut donner lieu à une ultérieure transformation, par exemple par fabrication. Chaque transformation est susceptible donc d'entraîner dans son sillage une retransformation.
Ainsi, par exemple, il dit, je cite Goffman, « Tout comme il est naturel qu'un représentant, un aspirateur, transforme l'acte domestique en une démonstration à but commercial, donc cadre transformé par modalisation, il est dans la nature de cette transformation de pouvoir être retransformé, par exemple, par la ménagère qui accueillerait un représentant pour lui faire nettoyer sa moquette. Dans ce cas, la transformation est une fabrication. Au-delà de ces transformations, au-delà des transformations par fabrication où il y a tromperie, il existe aussi pour Goffman des situations ambiguës. C'est ce qu'on disait tout à l'heure justement sur le cas qu'il montre, l'exemple qu'il donne de l'homme qui sort un pistolet pour faire passer le hockey à sa femme. Ou des situations ambiguës ou des erreurs de cadrage, là où les sujets doutent sur la signification de la situation, produisant des doutes ou des malentendus. Il dit par exemple, un bruit sur la porte, c'est une branche portée par le vent ou quelqu'un qui sonne. Donc le cadre pour Goffman n'est pas, et c'est là que justement on peut dire que l'entreprise de Goffman n'est pas individualiste. Il dit que le cadre n'est pas le résultat d'une activité individuelle, ce qui tranche justement avec l'interactionnisme symbolique, mais d'une activité collective et impersonnelle. Maintenant, la question qu'on peut se poser est celle du mécanisme sémiotique à la base de la perspective sociale de Goffman construite sur la notion de cadre. Le concept central que Goffman met en œuvre dans l'analyse des cadres est celui de mode, qui permet de distinguer le type de cadre entre ce qu'on pourrait nommer une compréhension, si l'on veut, littérale, au premier degré, et une autre figurelle. Le système sémiotique sous-jacent à la conceptualisation de la notion de cadre et ses différents types de transformations pourrait être interprété comme une opération rhétorique. Si l'on reprend les travaux publiés dans le numéro 137 de la revue Langage, intitulé Sémiotique du discours et tensions rhétoriques, dirigé par Jean-François Bourdron et Jacques Fontanille, on peut penser les différents types de cadres goffmaniens comme des concurrences ou conflits entre modes d'existence, c'est-à-dire comme des modes interprétatifs en tension. Comme le signale Denis Bertrand dans son texte Anti-même textualisation, qui figure dans ce même numéro, à différence d'une approche substitutive de la figure, un contenu figuré est mis à la place d'un contenu, ou un contenu figuré est mis à la place d'un contenu propre, la rhétorique tensive postule dans la manifestation de la figure une coprésence tendue et concurrentielle de plusieurs modes d'existence de la signification corrélée les uns aux autres, à l'appel de l'énoncé, faisant apparaître, je continue la citation, le jeu de coexistence sémantique, de leur hiérarchisation, de la variation de leur mode d'existence virtuel, potentiel ou actualisé, de leur présence concurrentielle et conflictuelle. C'est exactement, à mon avis, ce qui se passe dans les relations entre les différents types de cadres chez Goffman, avec potentialisation d'un cadre et actualisation d'un autre, et qui fait apparaître ainsi, par exemple, les erreurs ou ambiguïtés quand il y a concurrence ou conflit non résolu entre les cadres. Si la rhétorique est à bien s'égard, comme le signale Jean-François Bourdon et Jacques Fontanille dans l'introduction au numéro, une culture de l'absence, si la rhétorique est à bien des égards une culture de l'absence en discours et par conséquent un jeu incessant entre présence et absence, on ne peut pas ne pas penser à ces va-et-vient entre absence d'un cadre et présence de l'autre, en particulier dans la dialectique entre cadre primaire et cadre transformé. Si l'on prend à nouveau l'exemple des enfants qui jouent à se battre, souvent l'enjeu est justement cette relation. Ils sont dans le jeu, cadre transformé, ou dans le cadre primaire, c'est de la bagarre pure. C'est très difficile parfois dans cette situation de décider, on ne sait pas quel est parfois on ne sait pas quel est disons, le cadre qu'on pourrait dire potentialisé et quel est celui qui est actualisé. Alors, si les cadres transformationnels marchent et assument la nature du jeu de la bagarre, cela veut dire que l'opération rhétorique fonctionnerait grâce au fait qu'elle permet de gérer, pour reprendre l'idée de Bourdron et Fontanille, la cohabitation problématique entre deux grandeurs en compétition, avec des degrés d'intensité ou d'étendue différents,
ou avec des degrés d'élaboration conceptuelle ou d'assumption différentes et différentes. Ainsi, le lien entre les cadres pourrait être défini par les degrés de présence d'un discours ou de mode d'existence, le mode virtuel, actuel, potentiel ou réel. Si je continue encore avec l'introduction de Bourdon et Fontani, quand ils disent « dès que l'instance de discours prend possession, elle ne peut plus assumer également des grandeurs dont le degré de présence diffère. Si par exemple la grandeur en mode réel est celle dont l'instance de discours assume la position, les autres, en mode actuel, potentiel et virtuel, correspondront à des positions qui ne seront pas ou qui seront plus faiblement assumées. C'est ce jeu d'assumption de l'un ou l'autre cadre qui détermine si les individus seront face à un cadre primaire ou à une transformation ou à une retransformation. Imaginons le représentant d'un aspirateur qui devra interpréter si la ménagère assume la position de quelqu'un que justement veut voir une démonstration de l'appareil ou si tout simplement c'est quelqu'un qui veut se faire passer l'aspirateur chez elle. Donc, on peut dire que le modèle sémétique goffmanien, en réalisant une opération topologique qui est celle de la construction des cadres, instaure un mécanisme sémétique rhétorique qui opère au niveau du mode d'existence. On pourrait ainsi dire que le mécanisme sémétique de Goffman se placerait au niveau, vous imaginez, narratif du parcours génératif de la signification. Et maintenant, j'arrive à la troisième partie, au point sur la notion de sociologie chez George Simmel et sur la notion de forme. George Simmel, sociologue George Simmel, s'est réclamé explicitement de ce qu'il appelait une sociologie formelle. Et pour rassurer justement Jean-François, justement, lui, il parlait des idéalités. Simmel, son travail. Pour lui, une forme sociale, c'est une communauté, une famille, une secte, une église, etc. Une aspect. Puis la forme sociale, pour Simmel, c'est un ensemble organisé qui unit les membres d'un groupe en une configuration stable. Chaque forme sociale se caractérise par des traits culturels distinctifs qui sont liés entre eux de façon organique et forment un style propre. La forme sociale n'apparaît jamais dans la réalité à l'état pur. Elle est dégagée par un processus de pensée que l'on pourrait appeler modélisation, qui consiste à dégager des caractéristiques saillantes d'un phénomène social. Contrairement à la sociologie durkheimienne, qui cherche à déterminer des lois empiriques et universelles, Simmel estime que la connaissance des phénomènes sociaux n'est possible qu'à partir du moment où les sociologues organisent le réel à l'aide des systèmes de catégories, des prototypes. Pour lui, le but de la sociologie est de mettre au jour les structures formelles des relations sociales, indépendamment de leur contenu concret. Simmel établit donc sa théorie des formes sociales. Il s'agit pour lui de construire des formes qui synthétisent un type social, la secte, ou qui exprime une expérience, un style de vie, un rapport au monde, par exemple le bourgeois, l'étranger, le protestant. La forme recherchée par Simmel va ainsi préfigurer la notion de modèle. C'est même Simmel qui a introduit cette notion de forme en sociologie. Il dit, je cite Simmel, « Dans chaque phénomène social existant, le contenu social et la forme sociale constituent une réalité unitaire. Une forme sociale ne peut pas acquérir une existence et scindée par un contenu, de la même manière qu'une forme spatiale ne peut pas exister sans une matière qui constitue la forme. » Simmel, qui était un grand lecteur de Sciences de la nature de Goethe, et qui a comme modèle le texte de Goethe pour sa morphologie sociale. Pour Simmel, d'abord, le travail en suivant cela Goethe, pour lui, il faut la grande question, c'est de la formation et du maintien des formes sociales. C'est-à-dire qu'il pense d'abord la société en forme statique. Mais ensuite, une fois la dimension de la forme statique comprise, il doit observer ensuite une étape qui est celle de la métamorphose de ces formes. Ce qu'il va surtout appliquer, cette quête des formes
idéal, si on veut, et qui va l'appliquer surtout dans son ouvrage La philosophie de l'argent, qui en partant d'une composante empirique, l'argent, il va le mener vers les formes, car pour Simmel, l'argent est le récipient, c'est lui qui parle, je cite, de ce qui est spirituel. Le projet de Simmel serait donc de saisir la forme statique comme une sorte d'instantané du flux social. C'est-à-dire, l'idée serait de saisir une forme, une gestalt, dans un mouvement continu du quotidien. Une forme, par exemple, le dandy, la prodigalité, l'aventure, l'argent. Et parmi toutes ces formes, l'argent sera la forme par excellence. Parce qu'il parle de l'argent comme de forme pure en tant que valeur patrimoniale abstraite, qui devient valeur de la valeur de tous les objets. Il dit, si la valeur économique des objets consiste dans le rapport réciproque entre eux, elle s'instaure en tant que, la valeur, en tant qu'objet d'échange, l'argent est l'expression devenue autonome de celui-ci, devenu autonome, celui-ci, l'argent, est la représentation de la valeur dans l'abstrait. L'argent est la réalisation particulière de ce qui est commun aux autres objets en tant qu'objet économique. Donc, par la modélisation du social à travers la notion de forme, Simmel construit une sorte de mécanisme sémiotique, morphologique et transformationnel qui opère au niveau de la construction de valeurs sémantiques, en deçà de n'importe quelle manifestation discursive dans sa quête justement des formes stables. Maintenant, si on compare les trois modèles, on pourrait conclure avec une petite typologie. J'essaie de partager. Attendez. Et maintenant, comment je fais pour le partager? Donc, je ne peux pas les partager. Si, on peut. Oui, mais tout le monde peut partager. Tout le monde peut partager. Je l'ai mis dans les... Une seconde. Je ne sais pas comment dire. Dans les... Non. Et tu cliques là, t'es sûr? D'accord. Non, mais je n'apparais pas le PowerPoint. Tu peux le mettre là sur ton... Tu me l'envoies par mail? Non. Non. Tu me donnes tout de suite là. Oui. Alors, parfois, il y a un problème ici que la clé USB ne fonctionne pas quand je projette. Espérons bien parce que j'ai déjà eu des mauvais... Attends, La présentation séminaire ici, voilà, à mon avis. C'est ça. Hein? Alors, partager, pas maintenant. Je cherche sur mon avis. Écoute, je prends la fenêtre comme ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, vous voyez là sur le... Alors là, vous la voyez. Est-ce que... Et les personnes à distance Aussi. Moi, aussi. Donc, vous voyez là les trois modèles, disons, celui de Lodmanian, celui de Goffman et Simmel. Donc, l'opération topologique pour Lodman, serait celle de la frontière. Le mécanisme sémiotique, c'est celui de la traduction. Et le niveau de la signification, ça serait au niveau du dialogisme et de la praxis discursive. Pour Goffman, l'opération topologique serait celui de la construction de cadres. Le mécanisme sémiotique serait une tension rhétorique et qu'au niveau, le niveau de la signification se passerait au niveau des modes d'existence. Et pour Simmel, la notion que on peut appeler topologique, c'est celle de forme. Le mécanisme, c'est celui de la morphologie. Et le niveau de la signification serait au niveau de la sémantique fondamentale, donc la construction des valeurs stabilisées. Voilà, c'est ce que je voulais vous raconter. Merci. Juan, mille merci, très très intéressant. Il faudrait pouvoir avoir un peu de temps pour réfléchir à toute cette schématisation que tu as faite. Avant de passer la parole aux autres, je me permets tout simplement de te poser une seule question.
quel est le rôle du conflit, de la figure du conflit dans le cadre. Alors, je pense que dans le cadre de Goffman, tu l'as, comment dire, tu n'en as pas parlé, mais il y a ce problème de quel est le cadre qui émerge par rapport à l'autre. Bon, il y avait quand même une idée conflictuelle implicite. Je pense que le problème du conflit fait aussi partie énormément de la schématisation de Lottmann, parce que bon, souvent on discute de la traduction comme quelque chose d'irénique, mais on sait très bien qu'il faut se battre pour que quelque chose reste dehors ou pour que quelque chose puisse rentrer, etc., etc. Je ne sais pas s'il y a une forme de... Mais tu expliqueras mieux que moi, hein, dans la question de la forme, de la gestalt chez Simmel, est-ce que ça a du sens de parler là de compétition, par exemple? Je ne te pose que cette question, mais j'aurais beaucoup d'autres choses à te demander sur l'activité impersonnelle, par exemple, sur pourquoi tu mets les modes d'existence ici, parce que les modes d'existence, quand même, c'est ce qui fait fonctionner la praxis énonciative. Donc, comment tu as, par exemple, décidé que Lottmann, je veux dire, de coupler la praxis énonciative à Lottmann et à Goffman les modes d'existence, quand, d'une certaine manière, la praxis énonciative, on peut l'étudier à travers les modes d'existence. Bref. Mais bon, tu réponds à ce que tu veux, si tu veux, et puis... Oui, je réponds à la question. Bon, je réponds à ta deuxième question en disant que oui, ce modèle, il est un peu cavalier, parce que c'était bien. Non, si, mais pourquoi? Parce que chez Goffman, on peut pas. Oui, c'est clair que chez Goffman, on peut placer le problème de la négociation des cadres, de l'instauration des cadres, de l'interprétation des cadres au niveau de la praxis énonciative aussi, de la praxis discursive, et que la question des modes d'existence, au fond, serait aussi du côté de la praxis discursive. Je suis d'accord avec toi que c'était une manière justement de les distinguer, d'essayer de comprendre en quoi ils se distinguaient, peut-être de forcer davantage sur la différence entre les modèles que sur leur coïncidence. Puis pour revenir à ta question, à ta première question, la question du domaine du conflit. Je suis tout à fait d'accord, c'est que par rapport, c'est drôle parce que je peux passer toute ma vie à travailler sur le conflit, là je l'évacue complètement. Mais même si ce n'est pas tout à fait vrai. Mais pour revenir à la question de la traduction, je suis tout à fait d'accord que la traduction, c'est pas, c'est toujours, c'est jamais fluide, que justement il y a des réticences, on le sait très bien, même dans les modèles de Lottmann, il implicite ce modèle, cette idée de conflictualité entre justement les réticences de la sémisphère envers l'introduction des éléments extérieurs, ça c'est clair. Et surtout dans le cas de Goffman, c'est clair, parce que c'est le problème déjà des conflits interprétatifs. Par exemple, pour revenir encore à l'exemple des enfants qui jouent à se battre, il y en a un qui dit à l'autre, non mais là, tu es en train de te battre réellement, il y a un conflit d'interprétation parce qu'il y en a un qui continue à dire non, pour moi on joue à se battre, l'autre dit non, tu as dépassé ce que le jeu et tu es vraiment en train de te battre réellement. Donc l'interprétation des cadres est toujours le lieu justement des conflits, tout à fait. Pas toujours, parce que souvent, les cadres sont parfaitement assumés par tous les participants, mais c'est souvent le lieu de conflictualité, en effet. Alors, je sais qu'il y a, je vois là-bas, parce que moi, je dois remettre... Alors, il y a une question de l'extérieur de Bertrand Masquelier. Bertrand, si vous voulez, vous pouvez prendre la parole. Ici, on vous écoute. Okay. Oui, non, je voulais remercier pour cette présentation intéressante. Je vais dire tout de suite d'où je viens et pourquoi je pose la question
Je suis un anthropologue linguiste goffmanien, entre guillemets. Et donc, déjà, je voudrais soutenir l'idée qu'avec Goffman, on peut étudier du conflit, à commencer par les conflits d'interprétation, effectivement. Maintenant, ma question sous la forme d'une remarque, je suis d'accord pour penser que la sémiotique chez Goffman, même s'il ne se présente pas comme sémioticien, hein, est d'ordre rhétorique, et ceci dans la mesure où il a été influencé dans un premier temps par ses lectures des travaux de Kenneth Burke, qui est un spécialiste de Shakespeare, et qui, dans les années 50 et 60, a très largement influencé les anthropologues et les sociologues anthropologues comme Goffman pour penser, je dirais, l'action langagière. Mais ce qui me fait problème dans le tableau que je vois, c'est, alors je ne sais pas ce qu'on met sous mode d'existence en France, enfin j'ai quand même une idée, hein, mais ce que je voulais signaler, c'est que dans l'ouvrage sur les cadres, il y a un basculement au chapitre 13, donc avant la conclusion, où il est question des cadres de la parole ou du discours. Frame Analysis of Talk, ça c'est le titre en anglais, je ne sais pas comment c'est traduit en français, et que l'œuvre de Goffman se poursuit avec un ouvrage qui a été traduit, je crois, par un de mes collègues, et je crois que c'est traduit par les formes de la parole ou les formes du discours. Enfin, en anglais, c'est Forms of Talk. Et ce que je voulais dire, c'est que Goffman était devenu lecteur de Austin et de Wittgenstein, et qu'en quelque sorte, pour moi, la question est de savoir est-ce que les travaux de John Austin sur les speech acts et de Wittgenstein sur les jeux de langage est réconciliable avec une sémiotique structuraliste. Inconciliable, j'ai bien entendu. Est-ce que c'est réconciliable? Oui, la question pour moi, est-ce que c'est vraiment conciliable avec une sémiotique à caractère structuraliste? Je commence par votre dernière question. Moi, je trouve, c'est-à-dire que je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question, mais ce qui est certain, pour moi en tout cas, c'est que le travail du livre de cadre de l'expérience, c'est vraiment un travail typiquement structuraliste. Est-ce que par la suite, Goffman, l'ouvrage dont vous parlez, ce qui a été publié après, que je n'ai pas lu, j'avoue, qui vous dites qui est un ouvrage inspiré des travaux de Austin et de Wittgenstein. Je ne sais pas si son projet change après le cadre d'expérience, mais en tout cas, le travail du cadre de l'expérience, ça me paraît un travail vraiment structuraliste, justement, qui se distingue beaucoup de l'interprétation classique de Goffman comme une sorte d'interactionnisme symbolique individualiste. Voilà, ça c'est. Après, que le travail postérieur soit compatible avec celui-là, je ne saurais pas vous répondre. Pour revenir à la question première, sur la question de la rhétorique, deuxième, sur la question de la rhétorique et l'influence chez Goffman de cet auteur que je ne connais pas. Et, oui, ça ne m'étonne pas du tout, parce que justement, ces premiers travaux avec de la vie sociale comme théâtre, au fond, c'est une perspective déjà rhétorique dans ces premiers travaux de la vie sociale comme un vrai théâtre, une sorte de petite dramaturgie justement rhétorique. Et puis, pour la question initiale qui était celle du... Pardon, je crois, j'ai oublié la première observation, c'était... Je suis perdu avec vous. Quel était votre... vous, sur le... Sur le conflit. Pardon. Ah non, oui, c'était sur la question
Non, je voulais pas, je n'étais pas sur la question du conflit, mais la question du mode d'existence. Qu'est-ce qu'on entend Ah oui, par voilà. mode, Oui. qu'est-ce que j'entends moi par mode d'existence ici? J'entends, c'est ce que j'ai dit dans mon intervention, le mode d'existence entre potentiel, virtuel, actuel et réalisé. Et ce jeu entre ces modes d'existence, c'est dans ce jeu, vraiment un jeu, dans le sens il y en a un qui se superpose à l'autre, il y en a un qui est absentifié, l'autre qui est présentifié, qui expliquerait le fonctionnement des cadres. C'est dans ce sens-là que vous utilisez la notion du mode d'existence. Est-ce que je peux rebondir sur un point que vous avez mentionné dans la réponse? Oui, oui, bien sûr. Sur la dimension structuraliste, entre guillemets, de Goffman, on peut être d'accord. Hein, je veux dire, Goffman est inspiré par les anthropologues tels que Radcliffe Brown, par exemple, ou l'école de Manchester sur la notion de situation, qui est d'ailleurs une transformation de ce que Radcliffe Brown pouvait expliquer dans les années 40 et 50 sur la structure sociale. Donc, il est inspiré effectivement par cette anthropologie britannique qu'il connaît très bien et qui est socio-structurale. Et cette anthropologie britannique, même à travers Radcliffe Brown, s'inspire de Durkheim. Et l'un des livres favoris dans la bibliographie de Goffman, c'était Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse. Donc il y a une tradition, je dirais, sociologique d'inspiration française, Mauss, Durkheim, chez Goffman. Et la notion d'interaction, d'ailleurs, bon, moi, je ne suis absolument pas d'accord sur, disons, les catégorisations de Goffman comme participant de l'école des interactionnistes symboliques. Ce qui intéressait Goffman déjà dans les années 50, c'était la grammaire des interactions. Et la notion de grammaire, d'ailleurs, traverse toute son œuvre. En quelque sorte, on pourrait dire que ces lectures de Wittgenstein dans les dernières, disons, dans la dernière décennie de sa vie, sont en accord avec ce que lui-même pouvait penser dans les années 50. Donc, voilà. Donc, il y a une... Tout ce que je veux dire, c'est qu'il y a des tensions, disons, théoriques chez Goffman et que on ne peut... Enfin, c'est difficile de les ignorer, en quelque sorte. Autre point que je trouve très, très intéressant, c'est que dans l'exposé de Maria Giulia, il était question très brièvement des travaux de Chuck Goodwin, et Chuck Goodwin a été un doctorant de Erving Goffman. Oui. Et si je peux me permettre, j'ai écrit un article que je voulais reprendre ici sur Goodwin, justement sur la praxis énonciative, sur comment lui aussi a travaillé sur tout ce qui est virtualisé à l'intérieur de chaque situation et comment chaque situation sélectionne différentes parties plus ou moins consolidées, virtualisées, des expériences passées. C'est un autre auteur qu'il faut travailler pour voir combien de rapprochements on peut faire entre Goodwin et le structuralisme et entre Goodwin et Peirce. Bon, je laisse la parole à Jacques. Je voudrais simplement faire deux observations. Vous réagirez si vous voulez, mais ce n'est pas vraiment des questions. La première, c'est que Juan a fini son exposé par un diagramme. Et que du coup, ce diagramme a focalisé les questions. Voilà, c'est simplement, voilà, il y a un effet qui montre bien quel est le pouvoir conformateur, en quelque sorte, de ce type de topologie, quelle qu'elle soit, par rapport à la présentation et l'analyse conceptuelle qui a précédé.
Et la deuxième remarque concerne comment dire, le rattachement de tel ou tel à une conception structuraliste. Je crois qu'on gagnerait beaucoup, on éviterait même beaucoup de discussions sur le sujet si on faisait la différence entre le moment structuraliste, qui est un moment historiquement situé, dépassé et largement remis en question, et la qualité structurale d'une approche. Donc, par exemple, moi, ce qui me frappe chez Goffman, c'est pas tellement la question des interactions, justement, mais c'est que chacun des grands domaines d'interaction qu'il analyse fait l'objet d'une structuration par une métaphore. La métaphore en elle-même n'est plus une métaphore à partir du moment où elle devient la structure de l'analyse. Donc, c'est peut-être pas structuraliste, mais en tout cas, c'est très structural. C'était ma suggestion. Oui, ben, c'est juste ce que j'ai dit au début quand j'ai commencé à parler de Goffman, qui lui, il est vraiment dans cette tradition, disons, d'une sociologie formelle ou formaliste, si l'on veut, comme on veut, dans la lignée de Simmel, c'est-à-dire qu'au fond, c'est ce que disait Bertrand Masquelier, c'est-à-dire que du début, il est intéressé par la construction de formes stables, de formes de vraies grammaires sociales, pas vraiment par ces interactions, micro-interactions en soi. Justement. Tout à fait. Ici dans la salle. Ici dans la salle, les questions. Presque 5 heures, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut... Non. Ah, oui. Enzo, d'Armenio. Par rapport à la notion des cas chez Goffman, je pense que je suis un peu distrait par le fait que Umberto Eco a repris la notion de cadre, mais je me demande si on peut faire une relecture rhétorique de cette notion-là, parce que normalement, chez Eco et j'imagine dans d'autres disciplines, choisir les cadres permet de choisir une isotopie et de voir s'il y a un conflit entre deux isotopies, et que ce n'est pas forcément surtout lié au langage verbal. Ma question est, cette métaphore où le cadre est relu au filtre de la rhétorique est justement vraiment une métaphore pour décrire le travail de Goffman, ou c'est vraiment l'idée de comparer une situation de l'expérience à une opposition rhétorique? Non, non, pour moi, ce n'est pas une métaphore pour penser le modèle goffanien. Je pense qu'il y a une véritable opération rhétorique dans le jeu dans le jeu entre cadres tel qu'il lui le décrit. C'est pas du tout une métaphore pour moi. Mais j'aimerais regarder où est-ce qu'il en parle, où est-ce qu'il reprend Eco l'idée des cadres. Oui, en fait, c'est exactement ça. Il reprend l'idée des cadres pour analyser, pour construire un modèle d'analyse du récit. D'accord. Et du coup, il ajoute même en morceau, il dit des cadres intertextuels, justement pour dire, je prends la notion des cadres qui concerne l'expérience et comment nous positionnons par rapport à l'expérience. Par exemple, entrer dans une église ou faire des choses où on n'a pas encore justement un cadre. Et puis, on va sélectionner des isotopies. Donc, c'est comme s'il s'agit de deux moments différents et que les cadres englobent la construction d'une isotopie ou les conflits entre deux isotopies. C'est pour ça que je vois une différence de niveau tout simplement entre choisir un cadre ou ne pas avoir compris qu'on est en train d'être trompé par rapport à un cadre et puis choisir la bonne isotopie. C'est comme s'il y a deux moments différents. Je ne sais pas si chez Goffman c'est le cas. C'est pas. Il faut que je lise bien comment il interprète. C'est dans les livres d'Eco sur de 79. Lector infable. OK. Thomas. Je savais qu'il y avait des questions qui tremblaient dans la tête des gens, qui étaient fluctuantes. Vas-y, Thomas.
Merci beaucoup, Juan, et d'ailleurs Maria Julia aussi. Bon, ma question, c'est, est-ce que tu as réfléchi à la dimension diachronique de ton sujet et est-ce qu'elle est importante pour toi? Tu as mentionné Goethe pour Simmel et les métaphores, justement, des formes, des valeurs sémantiques. Cette dimension diachronique et chez Mann aussi. Une sphère qui m'intéresse, c'est justement la transformation d'un élément comme étant au début étranger et puis éventuellement comme étant assumé et intégré dans une culture et d'autres renversement même entre ce qui est dans la culture qui est périphérique et la culture qui est centrale, et le changement de ces configurations. Et moi, une des choses qui m'intéresse dans mes travaux sur le cadre, les frames, et j'avoue ne pas savoir si Goffman s'en est occupé ou non, c'est la dimension chronique, où ils sont, ceux qui travaillent sur les cadres sont souvent très sensibles à tout ce que tu viens de dire, c'est-à-dire ambiguïté, on joue quel cadre en ce moment, on applique quel cadre, conflit entre cadres, mais aussi de la transformation des cadres, leur évolution avec le temps, bon, c'est idéalité, il y a aussi diachronie et transformation des formes. Donc, autre manière de traiter le sujet aujourd'hui. Non, je n'ai pas du tout envisagé la question de la diachronie, parce que déjà, par exemple, parce que chez le Goffman, il n'a aucune place, très peu. C'est pas comme, il faudrait le voir plus en profondeur chez Simmel, où à côté, évidemment, de la question de forme, c'est la question des transformations de formes sociales, mais pas chez Goffman, pas du tout. Or, chez Goffman, je ne sais pas, je me pose la question, je ne sais pas quelle est la place de la diachronie chez Lodman. Parce que, par exemple, quand il dit, à un moment donné, j'ai cité, comment à un moment donné, l'opposition centre-périphérie se transforme en hier, aujourd'hui. Mais je pense, je ne suis pas sûr que, même dans cette analyse, on puisse parler de diachronie, cette idée lodmanienne de transformation de l'espace en temps. Je ne pense pas qu'il s'agit d'une lecture diachronique. Même si le travail de Lodman, on travaille au fond sur l'histoire, mais ça serait dans une autre optique, dans l'optique justement de l'analyse, par exemple, du discours historique. Mais je n'ai pas du tout pensé à la question de 5, probablement trop écrasé justement par la dimension, si tu veux, spatiale de la chose. C'est clair. Spatiale et structurale. Maintenant, je pense que nous sommes apaisés et qu'on n'aura plus besoin de poser des questions à Juan. Je remercie beaucoup toutes les personnes présentes ici. Ça a été une très belle ouverture de séminaire, très, vraiment très amicale, très sympathique. Et je remercie aussi les personnes qui nous ont suivis de loin. On espère les voir bientôt ici avec nous.